Salut Julien. Ah, vous êtes là. Vous êtes à lui. Bah, Bonjour. écoute, je suis ravi de te recevoir pardon, pour cette partie 2. Comme je te le disais, la première partie a beaucoup plu et était plutôt philosophique, on va dire. On a parlé de la vie à la campagne, du rôle de père et de tout un tas de choses liées à la société actuelle, à notre façon de vivre. Et maintenant, j'avais envie d'avoir une suite un peu plus technique pour parler de tes sujets de prédilection qui sont l'alimentation, la nutrition, et donc notamment aborder le régime paléo, les laitages, le gluten, la pomme de terre, les antinutriments qu'on peut trouver dans les oléagineux et les légumineuses, mais aussi des sujets peut-être un peu moins souvent abordés que sont les liens entre l'alimentation et la génétique et la façon dont l'alimentation peut être un stress hormétique. Mais avant tout ça, tu sais que j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit check-in qui te permet de partager l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment. Ou de pas Le chouette d'ailleurs. check-in. C'est marrant. Tu veux que je partage quelque chose qui m'est arrivé récemment? Oui, ou même l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, dans quel état Ah bah d'esprit es-tu? comme je disais, j'ai eu un week-end fort sympathique en famille, mais très fatigant. J'ai pas beaucoup dormi et puis je pense que là pour le coup, je t'expliquais, je pense que j'ai attrapé un petit virus. Donc voilà, j'arrive dans une énergie calme, tranquille, avec des petits yeux de chat. Mais bon, ça va pas m'empêcher de parler. J'en Voilà. doute pas, j'en doute pas. Bah écoute, moi pour ma part, j'ai eu un week-end assez semblable au tien. J'ai laissé la petite chez mes beaux-parents, chez ses grands-parents du coup, et je suis parti à Montreux pour le Festival du Rire, le Montreux Festival, le Montreux Comedy Club ou un truc comme ça. Enfin bref, donc c'est du stand-up et on s'est bien marré avec ma femme. Ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver à deux en couple, tu vois, dans notre petite bulle hors du temps, sans être contraint par les habitudes du quotidien, les routines qu'on a chez nous. Et en se laissant un petit peu aller tant sur le côté nourriture que sur la gestion du temps, etc. Et c'était très très ressourçant, tu vois. On a fait des belles randonnées, on a visité la ville, on a rigolé. On a fait l'amour et c'était vraiment chouette. Et tu vois, je reviens du coup avec la voix éclatée, donc un peu dans la même énergie que toi, mais en même temps super heureux de m'être un petit peu ressourcé, d'avoir ressourcé mon couple. Et je pense que c'est vraiment important de prendre comme ça de temps en temps des petits week-ends pour se retrouver à deux et se reconnecter un peu l'un à l'autre. Ça, c'est les trucs de, Euh, c'est les trucs de papa, ça. ouais, Si t'as pas complètement. d'enfant, tu comprends pas. Bon alors du coup, tu avais écrit un livre, on l'avait évoqué la dernière fois, sur le régime paléo. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots la raison pour laquelle tu t'y as intéressé initialement et la façon dont toi tu l'as adopté, puisque on est bien d'accord qu'un vrai régime paléo aujourd'hui est complètement utopique, que la viande n'a rien à voir avec celle qu'on avait à l'âge paléolithique où la viande était maigre, c'est de la viande sauvage, enfin des animaux sauvages qui vivaient en pleine nature, etc. Assez loin des vaches engraissés, on va dire, qu'on a par chez nous. Et même tous les légumes qu'on mange aujourd'hui, les fruits, etc., ont plus rien à voir avec ceux qui étaient avant. Tu as déjà dit la dernière fois qu'ils étaient beaucoup plus pauvres en vitamines, mais on pourrait citer aussi le fait, par exemple, que les fruits sont beaucoup plus riches en fructose qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc, et il y a aussi un tas de plantes sauvages, de racines, de tubercules qu'on avait l'habitude de manger, qui sont aujourd'hui complètement absentes des étals des supermarchés ou des magasins bio, même si on peut peut-être trouver du pané qui est un légume peut-être un petit peu plus ancien. Donc voilà, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au paléo? Est-ce qu'on vivait parce que tu sais, on a un peu l'image du paléo. En réalité, les gens mouraient à 20 ans et c'est pour ça que les filles à 12 ans, elles commençaient déjà à faire des enfants, tu vois, pour avoir le temps d'en faire et tout. Et en réalité, est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'on était en meilleure santé réellement à l'époque? Et comment est-ce que toi quelle est ta vision aujourd'hui du régime paléo et comment est-ce que toi tu le vis et tu l'utilises au quotidien? Alors 20 ans, oh là là, c'était un grand maximum, hein. Maximum 10 ans, ils étaient pliés, hein, sur le carreau, hein. Tous ces hommes paléo, on sait pas comment on a fait pour arriver jusque-là d'ailleurs. Non, en fait, l'espérance de vie de l'homme paléo, euh, on peut quand même la concevoir simplement déjà quand on a de façon un peu empirique, si on a un peu de connaissances sur la reproduction, la lactation et le développement. C'est-à-dire que avant qu'un enfant soit capable seul de chasser,
d'être performant, d'être un peu autonome, on va dire que c'est pas avant l'âge, je sais pas trop au paléo, mais peut-être, je dirais peut-être, allez, je sais pas moi, 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, à l'époque, il n'existait pas de lait maternisé, donc les mamans devaient allaiter leur enfant, sinon les enfants ils mouraient. Donc un enfant qui n'a pas d'autres solutions pour se nourrir, il va allaiter quasiment exclusivement jusqu'à peu près un an, à peu près, ça dépend. Et puis après, il va continuer d'allaiter en partie. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait, évidemment, la critique, c'est toujours de dire oui, le régime paléo, ça sert à rien de s'y intéresser, c'est pas intéressant parce que les hommes paléo, ils mouraient quand ils étaient très jeunes, comme tu le dis. Mais avant déjà de parler de choses un peu plus scientifiques, parce qu'on a des données scientifiques, il y a aussi une analyse qu'on peut faire personnelle et qui est tout simplement que nous, on est là aujourd'hui. Donc si on est là aujourd'hui, ça veut dire que l'homme paléo, il a survécu et qu'on s'est même reproduit, on s'est développé. Et donc pour que cette reproduction ait lieu, bah, il faut que les femmes aient eu des enfants et qu'elles en aient eu au moins deux par femme, puisqu'il faut pouvoir remplacer la génération existante, voire avoir plus d'enfants pour avoir une population qui s'agrandit. Et donc tout ça, ça prend du temps. Donc l'homme paléo qui mourrait à 20 ans, c'est absolument irréaliste, c'est impossible, même 25 ans. Si l'homme paléo avait une espérance de vie aussi courte, on ne pourrait pas exister en fait. Parce que donc si tu tiens compte du temps d'éducation d'un enfant pour qu'il soit autonome, du temps d'allaitement, de ceci, de la grossesse, etc. En plus, il faut savoir que quand une maman allaite exclusivement, même si elle a des rapports sexuels, c'est extrêmement difficile de tomber enceinte parce qu'au niveau hormonal, ça se met en veille, donc c'est pas possible. Donc en gros, si tu veux, euh, même si supposons qu'au paléolithique il mourait très très jeune pour le paléolithique, ça voudrait dire pas avant l'âge au minimum de 35 ans. Et encore, je suis un peu pessimiste, tu vois. Mais bon, voilà. On a des données qui viennent bon, à la fois des recherches scientifiques, d'archéologie, etc. Et on a aussi des données sur des peuples de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, bien qu'il y en ait presque plus, mais enfin, il y a une dizaine d'années, il y en avait encore, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc de gens qui vivent comme des chasseurs-cueilleurs de l'époque, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de voitures, qui vivent dans la forêt, etc. Et l'espérance de vie là-bas, elle est plutôt élevée, autour de 70-80 ans, donc elle est assez proche de celle des pays riches, ce qui est en soi assez extraordinaire en fait, hein, puisque effectivement ils n'ont pas accès à tous les soins, on va dire, qu'on a nous. Et puis on sait que dans la nature, en fait, les deux causes principales de mortalité, c'est les infections bactériennes, pour lesquelles il faut des antibiotiques, et la mortalité, effectivement, à la naissance, pendant la grossesse, enfin voilà, c'est une période la plus difficile. Donc c'est vrai que de ce côté-là, nous, la technique, la technologie a limité pas mal les risques avec la pratique de la césarienne, avec différentes aides pour les naissances prématurées. On a beaucoup progressé là-dessus, donc on donne un peu plus de chance, effectivement, à des enfants qu'à l'époque. Mais bon, bref. Il y a des débats, c'est pas totalement fixe de savoir jusqu'à quel âge est-ce que l'homme vivait au paléolithique, mais bon, on estime que c'est au moins 50 ans en fait, et surtout qu'il mourrait pas à cause d'une mauvaise alimentation, premièrement, et puis que globalement les analyses qu'on a eh bien montrent que ils n'étaient pas atteints par les maladies de civilisation qu'on connaît, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, ça avait l'air d'être plutôt rare et plutôt en fin de vie. Donc voilà. Donc du coup, c'est un modèle intéressant parce que bah, on se rend compte que sans tout justement les moyens techniques, sans les iPhones, sans les ordinateurs, ils arrivaient quand même à faire quelque chose. Donc c'est intéressant de se demander comment. Et puis du coup, ça pose la question de l'alimentation parce que et du mode de vie. Bien sûr, ça va un peu ensemble hein, pour moi. Parce que bah, c'est intéressant de comprendre comment ils faisaient, qu'est-ce qui a changé, voilà. Et alors c'est un peu le but pour beaucoup de gens, c'est d'essayer de trouver l'alimentation idéale. Qu'est-ce qui serait l'alimentation idéale, si tant est qu'elle existe? Et pour comprendre quelle pourrait être l'alimentation idéale, un des moyens, ça serait de réussir à se dire, pour le savoir, il faut que je trouve quelle alimentation serait la plus adaptée à mon corps. La plus adaptée à mon corps, c'est celle pour laquelle mon corps a été façonné. Et il a été façonné au cours des derniers millions d'années. Et donc, regardons comment ça s'est passé pendant ces millions d'années, avant qu'il y ait toute la technologie et le monde moderne, et comme ça, on saura qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous.
c'est une vision, c'est une théorie. Voilà. Donc moi, à titre personnel, pourquoi je me suis intéressé à ça? D'abord parce que cette réflexion que je viens de faire, je la trouve intéressante, même si pour moi elle ne raconte pas tout, elle est intéressante. Et puis également, avant ce livre-là, j'avais écrit un autre livre qui s'appelle Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, et qui commençait à aborder de façon assez technique le concept de maladie auto-immune, comment les maladies auto-immunes se développent, quel est le lien éventuellement avec l'environnement, etc. Et donc, quand on se rend compte de tout ce qui existe là-dessus, on se rend compte qu'il y a un lien qui peut être parfois, pas toujours, mais parfois assez fort avec l'alimentation. Et donc, on a besoin de pousser les connaissances sur l'alimentation, on va dire, au maximum. C'est-à-dire, c'est important de comprendre pourquoi tel ou tel aliment peut provoquer, dans certains cas, des problèmes de santé, qu'est-ce qui pourrait ne pas être bien dans tel ou tel aliment, etc. Enfin voilà. C'est important d'avoir cette analyse poussée sur tout ça. Et l'étude du régime paléolithique permet d'avoir cette réflexion et donc une compréhension, je dirais, plus globale de l'alimentation. Je pense que pour toute personne qui veut devenir experte en nutrition, ça fait partie des régimes alimentaires qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre. Comme d'autres d'ailleurs, je sais pas, comme le crudivorisme, comme la diète carnivore, comme le jeûne, comme le régime cétogène. En fait, tous ces trucs qui sont un petit peu extrêmes, entre guillemets, sont importants pour comprendre l'équilibre. C'est un peu ça le truc. Ok, ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Désolé, je me suis arrêté. Ouais, je savais pas si t'allais continuer ou pas. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit moment de flottement. Du coup, t'as évoqué le gluten et d'ailleurs, lors du dernier épisode, t'avais lancé le défi aux auditeurs de tester pendant 15 jours d'éviter totalement le gluten dans leur alimentation. Non, mais ils sont tous morts du coup. Ils sont tous morts, et sûrement. On demandera un petit feedback sur Instagram pour savoir quels ont été les retours suite à cette petite expérience. Mais du coup, pourquoi le gluten pose problème? Est-ce qu'il pose problème aussi aux gens potentiellement qui ont pas de maladie cœliaque ou qui sont pas sensibles au gluten? Donc, est-ce que potentiellement tout le monde devrait l'éviter, ou bien c'est seulement une frange de la population? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, mon opinion, c'est que tout le monde devrait avoir une alimentation qui n'est pas basée sur le gluten. C'est-à-dire, il faut pas manger que ça. Quelqu'un qui n'a aucun problème de santé lié à la consommation de gluten, pour moi, il a un intérêt à ne pas manger du pain et des pâtes tous les jours, et à varier aussi ses sources de féculents notamment, pour pas consommer trop de gluten. Pourquoi? Parce que le gluten, de par sa structure de colle et de par le type de protéines qu'il contient, reste un aliment qui peut augmenter la perméabilité intestinale, chez plus ou moins selon les personnes, mais dans certaines circonstances favorisantes, il peut amener à peut-être déclencher des problèmes ou être un peu la porte ouverte à des problématiques qui sont pas forcément toutes graves, mais du coup c'est important de limiter son exposition à cette protéine qui est une protéine qui augmente la perméabilité intestinale. Alors il y a une étude là-dessus qui a été faite chez des gens, à la fois des gens qui avaient une sensibilité au gluten et des gens qui n'avaient pas de problème avec le gluten, et ils ont trouvé que ça augmentait les niveaux de zonuline chez tous les participants, et la zonuline c'est une hormone qui contrôle la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que le gluten, en tout cas du blé moderne, le blé qu'on mange tous les jours, il a la particularité d'augmenter un peu la perméabilité intestinale. Ça ne veut pas dire qu'en soi, il est forcément toxique, mais il y a beaucoup de choses qui augmentent la perméabilité intestinale, et donc manger beaucoup de gluten, c'est prédisposer son corps à ne pas être dans une santé optimale. Toi, typiquement, si tu as la gastro, par exemple, faut pas manger plein de pain et de pâtes. Parce que quand tu as la gastro, tu as la perméabilité intestinale qui est augmentée du fait que tu as la diarrhée. Et donc, si tu manges en plus du gluten derrière, ça va augmenter encore plus la perméabilité intestinale. Et c'est dans ce genre de moment-là où, si tu as une sensibilité génétique ou voilà pour diverses raisons, eh ben, tu peux avoir, par exemple, l'introduction dans ton corps, le passage d'une protéine alimentaire qui n'aurait pas dû passer dans ton corps et qui va enclencher une réaction auto-immunitaire par la suite, par ce qu'on appelle un phénomène de réaction croisée, peu importe. Mais bref, voilà, c'est important de faire attention à ça. Alors, ça rejoint un discours un peu basique des autorités sanitaires qui de dire il faut manger varié. Faut manger varié, ça veut rien dire, faut manger varié. Mais en l'occurrence, c'est pas complètement faux. Encore faut-il définir qu'est-ce qu'on classe dans les aliments variés, quoi. Mmh.
Et donc du coup, l'un des avantages du régime paléo, c'est potentiellement déjà d'éviter toute source de gluten, puisque le régime paléo, c'est des protéines animales, c'est des oléagineux, c'est des fruits et des légumes, et potentiellement peut-être du miel, mais normalement sont exclus tout ce qui est céréales, laitage, etc. Donc toi, tu as exclu complètement les céréales, ou bien est-ce que tu as d'autres sources de féculents que tu incorpores malgré tout dans ton alimentation? Alors, la définition que tu as du régime paléo, c'est une des définitions du régime paléo. C'est pas universel. Pourquoi? Parce que tu l'as expliqué en début de podcast, il n'est pas possible d'avoir une alimentation paléo. Parce que toutes les conditions et tous les aliments qui existaient au paléo n'existent plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, manger paléo, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher à se rapprocher d'une alimentation dont la qualité serait proche de celle du paléolithique. Mais tu sais, on a des traces de consommation de céréales sporadiques au paléolithique. Simplement, c'était Mmh. pas les mêmes quantités que ensuite au néolithique. Et c'était pas dans le cas d'une agriculture un peu productiviste. Mais il y avait quand même un petit peu de culture de céréales, de consommation de céréales occasionnelle qui pouvait avoir lieu. Mais c'était pas la base de l'alimentation. C'est ça la différence. Et puis une autre notion très importante dans le régime paléolithique, c'est de consommer des aliments qui sont moins inflammatoires, qui contiennent moins d'antinutriments, etc., et dont fait partie le gluten. Donc le gluten, c'est un peu une problématique qu'il y a dans le blé. Mais par exemple dans le riz, il n'y a pas de gluten, il y a une autre protéine, mais qui déclenche extrêmement rarement des réactions. Donc le riz est très très bien toléré en général. Donc on peut faire un régime paléo et manger du riz pour moi. C'est pas incompatible. Moi, ma vision du régime paléo, c'est pas de copier bêtement ce que mangeait l'homme paléo. Bah, d'une part parce que c'est pas possible, et d'une part parce que je vois pas d'autre part parce que je vois pas l'intérêt. Mais par contre, d'essayer d'éliminer tous les aliments qui sont potentiellement problématiques, bah ça c'est intéressant. Et donc voilà. Donc en ce qui me concerne, je mange du riz, je mange des sources de féculents comme de la patate douce, je mange parfois de la pomme de terre, et parfois je mange aussi des céréales qui contiennent du gluten, etc. Pas en grande quantité, mais j'en mange un petit peu. Alors je précise aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question dans un autre podcast, que ça n'a pas toujours été le cas, puisque moi-même j'ai eu des problèmes de santé intestinaux, etc. Euh, pour le temps de me sortir un peu de tous les problèmes, j'avais pas une alimentation aussi variée, quoi. Je pouvais pas manger du tout de pâtes, par exemple, ça passait pas du tout. Donc, en fait, avec le temps, quand la santé s'améliore, l'intestin il se renforce, et du coup, on peut occasionnellement manger des choses qu'on pouvait pas manger par le passé. Typiquement, je sais pas moi, un autre exemple, c'est le chou. Par exemple, le chou, c'est un aliment très souvent qui détraque les intestins, qui donne des gaz, des flatulences, etc. Ça me le faisait quand j'étais jeune, mais ça me le fait plus aujourd'hui. Je peux en manger pas mal et j'ai vraiment pas de problème. Je suis très content. Voilà. C'est Et un peu ça pour moi l'idée. ça serait quoi les autres aliments inflammatoires à éviter? Bah ça va être après c'est beaucoup d'aliments qui sont industriels, donc ça c'est un peu évident, mais bon tout ce qui est industriel transformé quoi, c'est-à-dire je sais pas moi la mayonnaise industrielle, les huiles qui sont pas première pression à froid, tout ce qui est pas bio également, c'est pas franchement paléo hein, des légumes pas bio, il n'y avait pas de produits chimiques à l'époque. Euh, Ce genre de choses, je sais pas moi, les céréales des petits déjeuners là, ça c'est des trucs incroyables. On va éviter ça. Bon, c'est principalement ça. Après, au niveau des aliments en eux-mêmes, il y a d'autres aliments effectivement qui peuvent être inflammatoires chez certaines personnes. Ça dépend lesquels. Il y a par exemple les légumineuses, comme les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. Parce qu'ils contiennent des lectines, qui sont des protéines qui peuvent provoquer aussi des réactions du système immunitaire chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. On en retrouve aussi dans le soja. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je vous ai prévenu en début de podcast. Hein. Aide-moi un petit peu. Ouais, je sais pas, bah J'ai peut-être oublié là. la pomme de terre, la pomme de terre, t'en Voilà, avais ouais, parlé la un peu pomme dans de ton terre. livre par La exemple. pomme de... Exactement, la pomme de terre, ouais, qui contient aussi des antinutriments, alors qu'ils sont détruits à la chaleur, quand la chaleur est très intense, notamment par exemple dans les frites. Les frites contiennent moins d'antinutriments que les pommes de terre à l'eau, mais elles ont aussi d'autres problématiques liées à la présence de friture. Voilà. Donc
Principalement, c'est ça. Après, il y a les produits laitiers aussi, qui n'étaient pas forcément consommés au Paléolithique, quoique ça dépend probablement des zones sur Terre, parce qu'on a aussi des preuves que certains peuples consommaient assez rapidement du lait de mammifères en plus ou moins grande quantité, voilà. Mais bon, sur la consommation de produits laitiers, c'est un peu comme le gluten, on a quand même pas mal d'études, pas mal de travaux sérieux qui montrent que, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens, ça provoque des problèmes. D'abord, il y a un sucre dans les produits laitiers qui s'appelle le lactose et que les êtres humains adultes, normalement, ne digèrent pas. Parce que pour digérer ce sucre, il faut une enzyme qui s'appelle la lactase, qui est dans l'intestin, et cette enzyme, elle est normalement prévue pour s'arrêter de fonctionner après le sevrage du lait maternel. Donc ça prend quelques années, tu vois, mais vers, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans. La lactase, elle fonctionne plus très bien normalement, et donc normalement on digère plus très bien le lait. Sauf si on continue de consommer du lait, ça entretient en fait cette lactase. C'est pour ça que beaucoup d'adultes, dans les pays francophones par exemple, vont digérer le lait. Mais c'est pas vraiment naturel, si tu veux. Et puis il y a les pays scandinaves par exemple qui consomment beaucoup de produits laitiers. C'est un exemple que prennent certains influenceurs sur Internet pour dire oui, c'est normal. Plus on va vers le nord, plus on consomme des produits laitiers, et plus on va vers le sud, moins on consomme de produits laitiers. C'est de l'adaptation au milieu. Bah ok, oui c'est vrai. Historiquement c'est comme ça que ça se passe. Mais ça a des conséquences. Par exemple, il n'y a pas d'ailleurs pas que par rapport aux produits laitiers, par rapport au soleil. Plus on s'éloigne de l'équateur, donc plus on monte vers le nord, moins on s'expose au soleil. Donc la vision un peu évolutionniste est de dire bah oui, donc le corps s'est adapté, il a fait une peau plus blanche pour pouvoir capter mieux les rayons du soleil et donc fabriquer de la vitamine D. Et voilà, du coup, c'est formidable. Sauf que non, en pratique, c'est pas suffisant. Même avec une peau très blanche, quand on habite très au nord, bah on constate qu'il y a des déficits en vitamine D qui sont beaucoup plus importants que quand on est plus au sud. Bah pour les produits laitiers, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, le nord, ils consomment beaucoup de produits laitiers, mais quand même, ils ont des conséquences de ça, et notamment, il y a beaucoup plus de diabète de type 1 que dans tous les autres pays du monde. C'est un truc qui est bien documenté, et il y a même des études d'intervention qui tentent à montrer que c'est des protéines du lait, effectivement, qui, chez certains individus, peuvent déclencher le diabète de type 1, qui est donc une maladie auto-immune, voilà, chez certaines personnes. Alors après, il y a des discussions sur d'autres pathologies. Certaines personnes pensent également que ça expliquerait pourquoi il y a plus d'ostéoporose dans ces pays-là, ou plus d'arthrose, etc. Bon, c'est toujours sujet à interprétation, mais c'est pas forcément le but de ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est pas parce que l'être humain s'est adapté à un milieu que l'adaptation elle est complète en fait. Tu vois, c'est un peu comme il y en a qui disent aussi oui, il y a des pesticides dans les aliments, mais c'est pas grave en fait. Si on en mange, de toute façon, le corps va s'adapter, et puis au bout d'un moment, voilà, ça va le faire. Bah, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le corps, il peut s'adapter un petit peu, mais il peut pas toujours s'adapter complètement. Et c'est pas parce qu'on va continuer l'exposition aux produits chimiques que l'adaptation va finir par se faire à 100%. Sinon, ce serait trop facile en fait. On s'adapterait à tout, mais on peut pas s'adapter à tout. Il y a aussi, je dirais, peut-être ce que certains on pourrait appeler les lois de la nature. Et dans certains cas, l'exposition aux produits chimiques, si elle continue, bah, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va développer des maladies, des cancers de plus en plus jeunes, etc. Pour à la fin, on pourrait dire terminer l'espèce humaine. Tu vois, je sais pas, l'exemple la radioactivité, par exemple. Bah, aujourd'hui, si tu t'exposes à la radioactivité un petit peu, tu peux faire ça pendant des millions d'années. Je suis pas certain qu'au bout de 3 millions d'années, le corps sera habitué, hein, ça m'étonnerait. Donc Puis, voilà. comme on le disait la dernière fois aussi, tu vois, il y a une forme d'effet cocktail parce qu'aujourd'hui, des polluants Bien chimiques, sûr. etc., il y en a partout, dans le plastique, dans l'air, dans l'eau, dans tous les aliments, etc. Et donc peut-être qu'on aurait été capable de s'adapter à une petite dose isolée dans un aliment, mais à partir du moment où on trouve différents polluants un petit peu partout, ben ça peut dépasser les capacités d'adaptation du corps, d'autant plus dans un contexte où on est de plus en plus stressé, moins en moins exposé à la nature, à la lumière du soleil, etc. Oui, tout à fait. Et puis en plus, excuse-moi juste pour finir, en Non, je plus t'en il y prie, a vas-y. aussi la vitesse à laquelle arrivent ces changements. Ça, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que nous, les produits chimiques, on en invente tous les 2 jours, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Au Paléolithique, si tu veux l'introduction des céréales, par exemple, ça s'est pas fait en une journée. C'est pas le mec un matin qui a dit ah super, regarde des grains de blé, viens on va faire un champ, on va faire du blé puis on va manger plein de pain. Ils sont pas passés du jour au lendemain de on est paléo, on mange des fruits et légumes et de la viande à maintenant on va manger des pizzas. Ça marche pas comme ça. Ça a pris des dizaines de milliers d'années.
Et donc on peut estimer qu'effectivement, quand il y a un changement comme ça majeur qui prend plusieurs dizaines de milliers d'années, il y a peut-être une adaptation qui se fait au moins en partie. Alors que là, effectivement, ce que tu dis est particulièrement vrai. C'est pour tous les produits chimiques, on en est très loin. Et pour terminer sur les produits laitiers, alors j'avoue je suis pas expert du sujet donc je vais peut-être raconter des conneries mais tu vas me corriger le cas échéant. Est-ce qu'il y a une différence entre le lait et le fromage dans la mesure où moi j'ai entendu dire que dans le lait tu avais beaucoup plus d'hormones, hormones de croissance, IGF-1, etc. Dans le fromage elles sont potentiellement partiellement digérées par toute une colonie probiotique qui en plus pourrait avoir des bienfaits pour le microbiote. Qu'est-ce que tu penses de cette distinction? Alors oui, c'est vrai que c'est très différent. Le fromage, effectivement, le principe, c'est qu'il y a des bactéries qui vont fermenter les sucres et donc ça va durcir la pâte. Et puis plus on attend, d'ailleurs, plus le fromage devient dur parce que ça fermente quasiment tous les sucres et après on a un fromage qui a une pâte très dure. Voilà, donc plus le temps passe, plus ça change. Donc oui, effectivement, les bactéries utilisées peuvent être intéressantes pour l'intestin, comme toute source de bactéries. Maintenant, c'est pas parce qu'on en mange 300 kilos que c'est forcément mieux pour l'intestin. Du fait qu'il y a beaucoup de bactéries, on peut dire que c'est un peu comme si tu veux, comme je sais pas, comme les céréales germées ou toutes ces choses-là. Les bactéries, elles ont une activité biologique qui fait que ça va effectivement dégrader certaines protéines, certains sucres, etc. Et donc, c'est vrai qu'on peut retrouver un peu moins peut-être de certaines protéines ou de certaines hormones dans ces fromages. Ça, c'est correct. On va retrouver aussi plus de vitamine K2 dans les fromages, la K2 MK4 dans les fromages que dans le lait. Mais il y a aussi des désavantages en fait. Un désavantage du fromage, c'est sa concentration en sel, qui est beaucoup plus élevée que dans du lait par exemple. Et le sel, c'est pas un nutriment qui est bon pour la santé, hein. Quoi qu'en disent certains experts, ça je peux, en ce qui me concerne en tout cas, c'est absolument certain que trop de sel est vraiment mauvais pour la santé et que même pour moi la vision des autorités sanitaires est un peu trop conservatrice à ce sujet. Ensuite, l'autre désavantage, c'est que le lait est concentré, ça concentre aussi le calcium. Et donc on a un aliment qui, sur le plan minéral, est très déséquilibré. Parce que les produits laitiers, c'est principalement du calcium, hein. Donc en fait, dans le fromage, si on en mange une belle quantité, on se retrouve avec des apports en calcium extrêmement importants. Et du coup, c'est pas très bon parce que c'est déjà trop de quelque chose dans le corps. C'est jamais très bon, tu vois. Par exemple, je sais pas, trop de magnésium, ça va te donner la diarrhée. Bon, trop de calcium, en l'occurrence, ça va avoir tendance à bloquer l'absorption du magnésium, bloquer l'absorption du zinc, bloquer l'absorption du fer. Et puis, ça pourrait aussi, en tout cas selon certaines études, contribuer à encrasser un peu les reins, à ralentir le fonctionnement rénal, etc. À pas forcément être très bon. Je pense aussi que c'est pas une très bonne chose. Donc pour moi, le fromage, c'est plutôt quelque chose qu'on va manger en petite quantité. Mais à choisir, effectivement, on digérera mieux le fromage que le lait. Euh, mais voilà, les laitages en tout cas sont pas du tout un aliment magique, c'est-à-dire que quel que soit le laitage qu'on considère, je dirais qu'il a des désavantages. Mais pour moi, avant de terminer, je pense que ce qui est le plus intéressant en laitage pour ceux qui vont le manger, c'est les yaourts nature, tout simple, des yaourts, yaourt quoi, de lait, 100% lait entier, parce qu'on retrouve des bactéries. Donc il y a des lactobacilles, parfois il y a plusieurs variétés, donc c'est assez intéressant sur le microbiote qui donc aussi ont dégradé un petit peu d'hormones et de choses comme ça. En plus, comme c'est pas aussi concentré que le fromage, on retrouve pas de grosses quantités de calcium. Et on a quand même un petit peu de protéines. Il y a pas, voilà, il y a pas de sel. C'est assez intéressant, je trouve. C'est plus intéressant que le fromage, par exemple. Et pour le fromage, tu disais que si on voulait en consommer, il fallait en consommer en petite quantité, juste histoire d'avoir un référentiel, même si j'imagine que c'est très individuel. Ça serait quoi, toi, ta préconisation en termes de quantité acceptable pour le corps de façon hebdomadaire? Bon, 3 ou 4 kilos par jour. Au moins, une bonne petite raclette tous les jours et on Non, sera bien. Justement, d'ailleurs, pour j'ai la petite jamais parenthèse, là, pesé, tu vois, mais j'étais à Montreux et moi, je mange pas énormément de produits laitiers ou de fromage. Mais j'étais à Montreux, on s'est fait une raclette et en même temps, c'est différent parce que tu vois, c'est du bon fromage suisse. C'est une spécialité de la région. Donc, tu vois, non, mais t'as un plaisir différent, tu vois, t'as un rapport différent à l'alimentation. C'est pas comme si t'achetais du fromage à raclette tout fait en supermarché, ah oui, etc. Tu vois, il y ah a bah toute oui, oui, oui.
Ah oui, oui, je suis Il y a toute d'accord. une saveur différente. Et franchement, ça faisait peut-être, ça faisait sûrement plus d'un an que j'en avais pas mangé et on s'est régalé. Elle était délicieuse. Ouais, c'était juste pour la parenthèse. Non, non, mais ça, c'est vrai que c'est important aussi, c'est que euh, il y a aussi un lien entre équilibre et plaisir alimentaire. Mais enfin, on en parlera peut-être après. Juste avant, ta question, c'était ah oui, la quantité de fromage. J'avoue que j'ai jamais pesé en fait. Il faudrait regarder, mais je sais pas trop. Je dirais peut-être 30 grammes maximum à mon avis par jour. Par semaine? Non, par jour. Là, par jour. Ah, par jour. Ok, ok. Par Bon, jour. ça va quand Hmm. même. Ouais, ouais. Bah Ok, oui, oui, on ok. peut en manger un petit peu, mais Ouais, après, ouais. encore une fois, là, on a des visions très généralistes. Je dirais, ça dépend des gens. Il y a des gens pour lesquels, Bien moi, sûr. par rapport à des pathologies, je vais leur dire, bah non, faut éviter de manger des produits laitiers tout court. Donc, faut pas en consommer. Là, je parle du cas, quelqu'un qui a pas de problème particulier et qui veut avoir une bonne alimentation, je dirais. Ok. Ouais, ouais, non, tout à fait, bien sûr. Déjà, quelqu'un qui est déficient en lactase va avoir du mal à le digérer, etc. Donc là, forcément, il aura pas intérêt à en consommer. Et pour en venir aux antinutriments des plantes, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec les pommes de terre et les légumineuses. Il y en a aussi potentiellement dans les oléagineux qui peut être une part un petit peu centrale ou importante dans un régime paléo où on diminue la quantité de céréales. Donc par définition, on diminue l'apport calorique en provenance des glucides. Et donc, une des stratégies de compensation, ça peut être de manger plus d'oléagineux, de noisettes, d'amandes, etc. J'ai l'impression de te voir sourire. Non, C'est pas ce que je tu penses? souris, tout va bien. Ah si Tu si, non souris de non, je plaisir? souris. Ouais, exactement. J'ai baillé. Je me suis dit que je devais avoir l'air d'un, je sais pas quoi, donc j'ai souri un peu. Et du coup, est-ce qu'on peut en manger des quantités importantes? Est-ce que tu conseilles de les faire tremper? Et puis après, j'aurai une petite ouverture pour la question. Alors, donc dans les oléagineux, principalement il y a un antinutriment qui s'appelle l'acide phytique, mais qu'on retrouve principalement dans la peau, en fait, des oléagineux. Donc le pire, c'est les amandes entières. Là. Par exemple, ça c'est vraiment pas bon. Faut pas en manger trop. D'ailleurs, chez la plupart des gens normaux, ça actionne vachement le transit, hein, ce truc-là. Donc on sent bien que c'est pas très doux. Et donc voilà. Alors la problématique de l'acide phytique, c'est un peu la même histoire que de manger trop de calcium. L'acide phytique, en fait, il peut se lier aux minéraux pour former des phytates, phytates de zinc, des choses comme ça, qui vont faire que les minéraux, en fait, vont pas être absorbés, ils vont être éliminés dans les selles. Et donc, ça veut dire que ça diminue la valeur nutritionnelle, en fait, du bol alimentaire. Faut savoir quand même que ces histoires d'antinutriments, c'est pas anecdotique, hein, parce on a des études, par exemple, dans des pays africains en voie de développement, par exemple de gens qui ont mangé du riz complet, qui avaient que ça comme source, et qui ont développé des carences, par exemple carences en vitamine B1 ou des choses comme ça, parce que il y avait trop d'antinutriments dans leur alimentation, même s'il y avait de l'énergie, il y avait pas, c'était pas de l'aliment suffisamment digeste en fait. Donc c'est pas non plus un truc 100% farfelu quoi. Et donc cet acide phytique, il est problématique. Donc moi, ce que je conseille, c'est de pas manger des amandes entières, ou alors de les faire tremper puis d'enlever la peau. Et puis après, pour le reste, il y a beaucoup moins d'acide phytique en fait dans les autres oléagineux parce qu'ils n'ont pas une peau aussi épaisse. Mais effectivement, on peut parfaire la chose en éliminant la peau, en faisant un peu tremper les oléagineux, les noisettes, les choses comme ça, dans de l'eau tout simplement, et ensuite en enlevant la peau. Donc c'est une solution. Moi personnellement, je le fais pas trop parce que j'ai pas trop le temps. Je mange pas d'amandes, enfin d'amandes avec la peau, d'amandes entières. Je mange plutôt des amandes blanches. Mais je mange pas mal d'oléagineux. Ça dépend un peu des moments, mais je sais pas, 50 grammes par jour à peu près, de noisettes, noix, amandes, parfois un peu de noix de cajou, des choses comme ça, avec aussi parfois un peu de banane séchée, des choses comme ça. Donc ça c'est un truc que je mange pas mal. Ouais, ouais, moi aussi, c'est hyper. Enfin, je trouve que c'est hyper pratique. Déjà, j'adore ça. Et puis en plus de ça, ça a quand même un profil énergétique vachement intéressant, tu vois. Et en plus, moi, je les digère très bien. Après, effectivement, j'évite plutôt les amandes et je mange plutôt des noisettes, des graines de courge, des noix de cajou, de temps en temps, enfin, deux, trois noix du Bah, Brésil. pour Ouais, tout ce vas-y. qui est apport en zinc, en oligo-éléments, c'est assez imbattable, hein, les oléagineux. Donc c'est vraiment intéressant. Je dirais d'ailleurs encore plus si on a alimentation végétale. Alors évidemment, certains puristes vont me rétorquer, oui, mais si on mange plein de viande,
on n'a pas forcément Ça me- besoin de manger des oléagineux à côté. Bah, je suis d'accord, mais bon, moi personnellement, je mange pas plein de viande. Bah, justement, c'est bien, tu me fais une parfaite transition vers l'ouverture de la question que tu sentais peut-être venir, qui est que les gens qui disent qu'il y a plein d'antinutriments à la fois dans les oléagineux, dans les légumineuses, mais même dans les légumes en eux-mêmes, on cite souvent parfois les tomates qui sont inflammatoires, etc., ont décidé de passer à une alimentation full carnée, c'est-à-dire de devenir carnivore et de ne manger que de la viande et éventuellement des œufs, et parfois ils rajoutent un peu de fruits et de miel, mais le régime carnivore strict, c'est vraiment que de la viande. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Il y a des profils génétiques qui sont plus adaptés à avoir une alimentation comme celle-ci. Ça, c'est un truc dont je parlais dans mon bouquin Nutrition de la force, c'est qu'il y a des gens qui ont un profil génétique qui carbure, dont le métabolisme est beaucoup plus axé sur l'utilisation des sucres et d'autres plus axés sur l'utilisation des lipides. C'est pas très dur de les reconnaître en fait. Les gens qui sont plus faciles qui sont plus adaptés pour consommer des glucides, c'est les gars comme moi. C'est-à-dire, ils sont plutôt longilignes. Même s'ils font de la muscu, ils vont jamais devenir énormes. Et puis, naturellement, ils sont plutôt bons quand ils font de l'endurance, quoi. Ils s'entraînent un peu et ils sont forts. En gros, c'est ça. Et le mec qui est plutôt fait pour manger pas beaucoup de glucides, c'est le gars qui prend 3 kilos dès qu'il mange un sandwich, qui a tendance à prendre de la masse facilement quand il fait de la muscu, à être plutôt fort. Je sais pas moi, c'est Liver King quoi. Et Tu le pourtant, dans les connais faits, Liver tu vois, King? non. Ah, c'est un YouTuber carnivore. Tu iras voir. Ah bah écoute, ouais, je regarde pas trop YouTube, donc c'était difficile. Enfin bon, il est pas naturel, alors c'est pas évident de se rendre compte, mais bon, ça se voit qu'il est, c'est pas, c'est pas un marathonien quoi. Et pour autant, tu vois, dans les faits, on observe plutôt l'inverse. Tu vois, on voit pas mal de sportifs d'endurance qui sont sur un régime cétogène ou en tout cas, euh, pardon, high fat low carb. Et à l'inverse, des pratiquants de muscu qui mangent à bloc de glucides, des 150 grammes de riz sec à chaque repas, plus 150 grammes d'avoine. De flocons d'avoine au goûter, au petit-déj, enfin vraiment des quantités de glucides hallucinantes. Je comprends ce que tu dis. En même temps, on n'observe pas ça dans les faits. Après, c'est peut-être une méconnaissance de la Alors, nutrition. les faits d'où, les faits de qui? Parce que moi, personnellement, je connais deux cas de sportifs qui font des sports d'endurance et qui mangent effectivement très peu de glucides, comme tu viens de le dire. Premier cas, c'est les menteurs, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils font le régime cétogène, etc. Faut quand même pas oublier historiquement comment est-ce que le régime cétogène a été promu chez les gens qui faisaient l'ultra endurance, etc. C'était pour descendre leurs concurrents en fait. Le but c'était de dire j'ai trouvé un régime miracle, je mange plus de sucre, je mange plus de glucides, faites-le, vous allez devenir super performant. Et puis le mec d'à côté qui l'essaye et puis il a juste la chiasse et du coup il fait rien du tout sur les épreuves. C'est pas une blague hein, sans rire hein. Ça, c'est le premier cas que je connais. Et le deuxième cas que je connais, c'est des sportifs qui, de toute façon, ne pouvaient plus manger beaucoup de glucides parce qu'en fait, ils avaient des problèmes de santé liés à la consommation de gluten ou de certains antinutriments, etc. Et donc, ils n'ont pas eu le choix. Donc oui, forcément, ils se sentent mieux puisqu'en fait, ils étaient malades quand ils mangeaient des céréales, soit parce que ils avaient déjà des problèmes de santé qui étaient apparus, soit parce qu'ils savaient pas forcément bien moduler leur alimentation, etc. Euh, mais si tu veux, c'est biologique. On peut pas faire de miracle sur le fait que, en fait, dans les muscles, si tu veux, tu stockes du sucre, tu stockes du glycogène. Et oui, c'est vrai qu'on peut utiliser aussi les corps gras pour fournir de l'énergie, mais il faut toujours qu'il y ait un petit peu de sucre sanguin. En fait, s'il y en a pas assez, même la lipolyse, elle fonctionne pas bien. Et en réalité, quand tu manges vraiment pas du tout de glucides, mais t'es pas performant. Enfin, ça existe pas, ça. J'ai jamais vu de ma vie, hein. Et pour moi, ça existe pas. Et au final, du coup, l'approche high fat low carb, elle serait peut-être plus cohérente parce qu'elle permettrait d'avoir ce minimum de sucre sanguin et en même temps refaire les stocks de glycogène musculaire, etc. Tout en respectant plus ou moins la répartition des macronutriments qu'on pouvait avoir au paléolithique, qui apparemment était quand même plus riche en protéines et en lipides qu'en glucides. Bah, je suis pas forcément persuadé parce que ça dépend aussi des gens.
C'est-à-dire que t'as des gens qui vont pas être bien en faisant du high fat, low carb. Déjà, ça dépend de la biologie de chacun. Et puis ensuite, ça dépend aussi de comment on définit le high fat, low carb. Enfin bon. Non, moi je suis pas partisan du tout pour Je sais dire pas, high fat que low carb, c'est. moi je l'imagine, tu vois, avec peut-être 30% des apports, maximum 30% des apports journaliers en glucides. Bah c'est déjà, c'est plus vraiment low carb, là. Ouais, bah comparé au régime traditionnel qui est 60% de glucides, Ouais, c'est ça. 20, C'est ça. 20% de Ouais, protéines et 20% de lipides, c'est quand même ouais, deux fois oui, moins, quoi. certes. Oui, c'est envisageable. Euh, Moi, franchement, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est un peu trompeur parce que la plupart des gens, par exemple, qui vont essayer de passer à un régime low carb depuis leur alimentation, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, je me sens mieux, je suis plus énergique, etc. Mais il fallait regarder comment ils mangeaient avant ces gens-là, en fait, parce que la plupart des gens, quand ils mangent des glucides, ils mangent pas les bons glucides. Ils mangent des glucides qui ont un index glycémique élevé, qui font faire des variations de la glycémie comme ça tout au long de la journée. Et en fait, c'est pas n'importe quel sucre qui te donne de l'énergie. Effectivement, si tu manges du pain, je sais pas, tu manges du pain régulièrement dans la journée, il n'y a rien de pire pour détraquer la glycémie. Donc si tu es sur un régime riche en glucides, mais que c'est principalement du pain avec des pâtes, bah ouais, c'est sûr que quand tu vas passer ensuite sur un régime low carb avec high fat, tu vas dire, oh c'est incroyable, je suis plus jamais fatigué l'après-midi, là je suis vachement plus performant. Mais c'est la lune de miel quoi, c'est-à-dire c'est au début si tu veux. Et au début tu vas être mieux, tu vas peut-être progresser un peu plus, mais après ça va s'arrêter. Parce que tu vas être à fond de tes capacités au niveau musculaire et tu pourras pas progresser plus en fait. Alors que le mec qui aura continué de manger des glucides, mais qui aura choisi des glucides de meilleure qualité, qui aura mieux modulé son alimentation, etc., pour avoir justement un respect de son glucose sanguin, etc., lui il va continuer de progresser. Hum. Et de façon concomitante avec le développement du régime carnivore, en tout cas qui est pas mal à la mode aux États-Unis, on a vu aussi revenir un peu sur le devant de la scène tous les abats qui étaient plus du tout consommés aujourd'hui et vraiment pas valorisés, et maintenant qui reviennent un petit peu en grâce, notamment pour leur richesse nutritionnelle. Je pense au foie, ouais, je pense principalement au foie. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est bien, mais richesse nutritionnelle de quels nutriments, si tu veux. Ça dépend aussi de ce que tu manges à côté. Par exemple, dans pas mal d'abats, il y a des nutriments intéressants comme la choline, par exemple. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent de la choline. Mais il se trouve qu'il y en a dans le jaune d'œuf. Donc si tu manges des œufs, je sais pas, au moins 2 œufs par jour, bah tu manques pas de choline. T'as pas une obligation d'aller manger des abats si tu veux. C'est aussi Enfin, moi, j'ai pas vraiment de religion en alimentation. Enfin, les gens ont toujours un peu de mal à comprendre ça. Ils pensent que je suis pro ceci, pro cela. Non, ça dépend vraiment de l'alimentation de chacun. Mais en soi, les abats, c'est très bien. Mais il y a aussi des désavantages qu'il faut connaître. Par exemple, bah, si ça vient d'un animal qui est issu de l'agriculture conventionnelle, très souvent, ça concentre des pesticides, ça peut concentrer des métaux lourds, etc. Donc manger ça, c'est pas idéal. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de choix par rapport à ça. Ils ont de la chance. Chez nous, c'est plus compliqué. Mais en soi, oui, les abats, c'est super. À l'origine, effectivement, au paléo, on mangeait tout l'animal. On prenait pas juste les filets de viande et on jetait le reste. On mangeait tout l'animal. Maintenant, moi, je considère qu'il faut aussi s'adapter à son milieu. Et tout le monde ne peut pas manger des abats. Et puis aussi, tout le monde n'aime pas les abats. Donc, si t'aimes pas les abats, tu vas pas te faire vomir juste pour manger des abats. Bien sûr. Et puis il faut pas penser aussi que c'est pas une panacée, c'est-à-dire que tu vas retrouver plus de certains nutriments comme la choline, j'ai dit, la vitamine A, etc. Mais par exemple sur la problématique de la vitamine D dont on a parlé tout à l'heure, ça va pas changer grand-chose. Sauf si c'est certains foies de poisson très spécifiques, etc. Mais sinon pour le reste, tu vas toujours manquer de vitamine D. Donc il y a aussi un truc, si tu veux, qui est sous-tendu derrière ça, en fait, c'est l'idée qu'en fait il existerait une alimentation parfaite qui permettrait de se passer de compléments alimentaires. Bah ouais, mais elle n'existe pas ici en fait cette alimentation. Elle n'existe pas sous ces latitudes et elle n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Mais probablement qu'elle a existé à une époque, mais aujourd'hui elle n'existe pas. Donc c'est pas parce que tu manges que des foies de veau et de la viande que c'est forcément mieux. Après sur le régime carnivore, il y a aussi plein de trucs à dire. Hein. Mais t'allais dire Ouais, un truc, vas-y, je je crois. t'écoute.
Non, non, juste pour la parenthèse, j'ai une Ah petite pardon. astuce parce que tu disais qu'en France c'était peut-être plus difficile d'avoir des abats de qualité et donc sur pourdebon.com, tu peux acheter en direct producteur et donc déjà tu as du bœuf bio élevé en plein air, en pâturage, etc. À 20 euros le kilo, donc moins cher que la viande conventionnelle que tu achètes en charcuterie. En boucherie, Ok. pardon. Et par ailleurs, tu peux acheter du foie de poulet avec des cœurs de poulet, des petits gésiers, etc. À 3 ou 4 euros le kilo, donc c'est vraiment rien. Et donc des poulets bio, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à les vendre sinon. Pareil, t'as du foie de bœuf, du foie de veau bio de super bonne qualité à des prix très très intéressants. Donc, je voulais juste partager cette petite astuce. Et je t'en prie pour terminer sur ce que tu souhaitais partager vis-à-vis du régime carnivore. Non, bah, le régime carnivore, c'est pas inintéressant, mais il faut faire très attention si tu fais un régime carnivore, par exemple, au type de viande que tu vas consommer. Parce qu'en fait, si tu veux, en soi, un régime qui est basé sur la viande, c'est un régime qui est mauvais pour la santé. Je suis pas en train de dire oui, oui, c'est. Je sais derrière, il y en a qui vont dire ah, ça y est, il reprend le discours des autorités sanitaires, il y connaît rien. En fait, c'est. Faut comprendre pourquoi c'est pas bon pour la santé. C'est pas la viande en elle-même qui est pas bonne pour la santé. C'est le fait que c'est déséquilibré si tu manges que de la viande. C'est déséquilibré parce que la viande elle est pauvre en nutriments d'abord. C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire le filet de viande, par exemple tu manges du filet de poulet, si tu manges que des filets de poulet, je te garantis que tu vas pas être en bonne santé. Et très rapidement tu vas avoir la diarrhée aussi. Parce qu'il n'y a pas de fibres dans ton alimentation. Alors là, ils vont me dire, oui, mais moi je mange carnivore et j'ai pas de problème de transit. Ok, c'est vrai, mais c'est parce que t'apportes autre chose qui nourrit. Tu peux apporter autre chose que des fibres qui nourrissent le microbiote intestinal, et notamment certains acides gras qu'on retrouve dans les produits animaux, dans les graisses animales, comme par exemple l'acide butyrique, qui peut servir aussi de nourriture aux entérocytes, qui sont les cellules qui constituent l'intestin. Mais ça demande un peu de connaissance en fait. Ou alors effectivement c'est manger des produits animaux de façon très variée comme ils font, comme ceux qui font la carnivore diète aux États-Unis. Mais ça se fait pas n'importe comment. C'est pas juste manger de la viande en fait. Il y a quand même une réflexion à avoir derrière. Et à titre personnel, je pense que c'est pas optimal parce que justement, bah, tu pourras me poser la question. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est parce que justement en fait tu élimines tous les antinutriments. Et éliminer tous les antinutriments, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon bah écoute, je pense que Eh non, c'est pas bon. t'as ouvert la porte sur alimentation et hormèse, donc j'imagine que justement tous ces antinutriments, outre les aspects négatifs d'absorption de certains minéraux, etc. que tu as évoqués, permettent également d'entraîner les systèmes de défense du corps et de produire un stress hormétique qui permet de se renforcer et de se protéger potentiellement de certaines affections et maladies chroniques, c'est ça? Oui, c'est ça, mais en fait, la plupart des gens, en fait, ils connaissent que les antinutriments dont on a parlé tout à l'heure. On a dit l'acide phytique, par exemple, ou alors, zut, j'ai oublié le nom de celui de la patate. Bah, je sais plus, bon, peu importe. Enfin bref, les lectines qu'il y a dans les légumineuses, etc. On parle souvent de ces trucs-là en disant, bah voilà, c'est mauvais pour la santé, il faut pas en manger trop parce que ça fait des carences, etc. Bah oui, c'est vrai. Mais par contre, il faut savoir qu'en petite quantité, on a des études qui montrent que ça peut être bon pour la santé. C'est pour ça que, par exemple, dans les oléagineux, là, on disait par exemple les noisettes, il y a une très très fine peau dessus, il y a un peu d'acide phytique. T'es pas obligé de l'enlever, en fait, c'est pas très grave. Par contre, dans l'amande, là, il y a beaucoup d'acide phytique, du coup, ça devient négatif. Comment est-ce que l'acide phytique devient bon pour la santé? Bah, en fait, on a des études qui montrent que ça pourrait protéger contre certains cancers, notamment le cancer du côlon, diminuer le risque de cancer du côlon. Peut-être parce que l'acide phytique peut aussi se lier à des substances chimiques et les éliminer, bah, potentiellement ces substances cancérigènes, les éliminer à travers les selles en fait. Donc ça peut être une action première. Et puis aussi, il y a une action antioxydante qui peut venir liée de la consommation d'acide phytique. Mais il y a d'autres antinutriments, si tu veux, qui sont connus et auxquels on pense pas. Par exemple, dans la myrtille, c'est un super fruit la myrtille. T'es d'accord? Ouais, Ben, j'adore ça en plus. les anthocyanes de la myrtille qui donnent la couleur bleue à la myrtille, c'est un antinutriment. La curcumine qui donne la couleur jaune au curcuma, c'est un antinutriment. C'est des substances qui sont fabriquées par les plantes pour tuer des bactéries ou des parasites. C'est à ça que ça sert, les polyphénols en fait. C'est à toutes ces molécules colorées qu'il y a dans les fruits et légumes, c'est des systèmes de défense. Donc ce sont des antinutriments. Par définition, c'est ça un antinutriment. Et en fait, bah, il y a certains antinutriments
enfin tous les antinutriments, mais il y en a certains qui sont plus bienfaisants que d'autres. Et ceux des fruits et légumes qui sont colorés sont particulièrement bienfaisants. Quand on les consomme, en fait, ils créent un petit stress oxydatif qui engendre une adaptation de l'organisme avec des défenses antioxydantes qui s'améliorent. Et donc, ne pas manger des fruits et légumes, avoir une alimentation 100% carnivore, bah, pourquoi pas, mais on se privera de ces bienfaits-là qui sont liés justement au stress oxydatif et ce que on peut appeler ça aussi effectivement l'effet hormétique, qui est l'adaptation du corps à un petit stress qui permet de le renforcer. Donc pour moi, le régime carnivore c'est faisable, mais pour moi c'est rater la cible, je dirais, de l'optimal. Mais en fait, si tu veux le régime carnivore, c'est comme le régime crudivore ou comme je sais pas, comme d'autres régimes, ou je dirais même aussi comme le jeûne, si tu veux. C'est des régimes qui sont extrêmes. Et en fait, les régimes extrêmes, ça marche bien. Quand tu fais un régime extrême, t'as plein de problèmes qui disparaissent, il y a plein de trucs qui vont beaucoup mieux, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la bombe atomique de l'alimentation. Tu sais, tu manges carnivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'as éliminé 99,9% du reste de l'alimentation. Donc forcément, tu vas beaucoup mieux parce que t'es plus ballonné, t'as plus ceci, t'as plus cela, parce que t'as éliminé tout ce qui te convenait pas. Mais au final, t'as pas progressé en fait. T'as pas compris pourquoi t'étais pas bien et qu'est-ce qui faisait que t'allais pas bien et qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, etc. Du coup, c'est une bonne approche pour quelqu'un qui va pas bien et qui veut aller mieux tout de suite, parce que ça peut le mettre dans la bonne direction, mais pour moi, c'est pas la solution à long terme. C'est pas ça qui va t'élever dans ta connaissance et dans ta connaissance de ton corps, tu vois. Puis après, ça peut peut-être être une première étape, tu vois. Tu commences par un régime d'élimination, un paléo très strict ou un Oui, bien carnivorisme sûr. très strict. Et puis après, petit à petit, tu réintroduis des aliments et comme ça, tu sais exactement ceux qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien. Et tu arrives à une alimentation qui est personnelle, individuelle et qui tient compte justement de tes spécificités. Et là, Mais tu as parlé clairement. du coup du régime carnivore. Si tu te mets de l'autre côté du spectre et que tu regardes le régime plutôt végétarien, est-ce qu'il y a un risque avec un régime végétarien d'avoir trop de polyphénols, trop d'antinutriments justement et de dépasser ses capacités d'adaptation du corps et de la même façon qu'avec le régime carnivore de rater la cible? Et une petite extension de la question, au niveau des sources de protéines dans un régime végétarien, on a cité les oléagineux qui peuvent en être, etc. Mais quand tu es sportif, tu dois quand même avoir un certain niveau d'apport protéique qui est relativement important. Donc tu te retrouves quand même assez vite limité, à moins de manger beaucoup de soja et d'un point de vue hormonal, etc., avec les phytoestrogènes, on n'est pas sûr que ce soit, enfin je suis pas sûr, peut-être que tu pourras nous éclairer, que ce soit forcément excellent, ou alors utiliser des graines de chanvre en poudre, de la protéine de chanvre, qui est super, qui a l'air génial pour la santé, et avec peu d'antinutriments connus justement, mais et en plus potentiellement peu transformées parce que je crois qu'elles sont juste moulues et il n'y a pas tous des procédés de transformation. Mais va en manger 60 grammes par jour, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est bon avec un peu de cacao en poudre, un peu de compote de pommes et puis et quelques amandes en poudre que tu mets ensemble et tu te fais un petit gâteau avec ça et ça va. Mais manger 60 grammes de protéines de chanvre par jour, moi j'y arriverai pas, tu vois. Alors d'abord, pour commencer à te répondre, t'as parlé du régime un peu opposé au carnivore. Le régime opposé au carnivore, c'est le crudivore. Hein. C'est le régime crudivore. Oui, C'est pas le régime végétarien. C'est pas pareil quand même. je voulais pas prendre un extrême. Bah, en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que les régimes alimentaires extrêmes sont des voies d'ouverture dans la recherche d'une alimentation plus adaptée, surtout quand tu as des problèmes de santé. Mais simplement, ce qui est important, c'est de prendre conscience aussi que ce sont des régimes extrêmes par lesquels on entre, mais que c'est pas forcément une fin en soi. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est intéressant de comprendre. Le régime végétarien, bah en fait, il y a plein de façons de faire le régime végétarien. Si tu manges des œufs et que tu les digères bien et que Hmm. tu peux en manger 3-4 dans la journée, franchement, c'est pas trop compliqué. Les oléagineux, c'est très riche en protéines, hein, donc si t'en manges pas mal, c'est pareil. Euh, Mais encore une fois, tout le monde n'est pas adapté pour manger le régime végétarien parce que bah, ça va être beaucoup plus riche en glucides ou alors beaucoup plus riche en lipides d'origine végétale si tu manges vraiment beaucoup de léagineux. Ça dépend, il y a plein de façons de faire, mais bon bref. En gros, pour moi, c'est pas forcément un problème. Le végétarien, c'est déjà plus compliqué quand c'est végétalien. Le végétarien, si en plus tu manges du poisson, c'est facile. Là, vraiment, Ouais. moi personnellement, j'ai un régime alimentaire qui est assez proche du végétarien en fait. Je mange pas beaucoup de viande. Je mange beaucoup de poisson et des œufs. C'est plus par goût en fait qu'autre chose. Hein. C'est pas spécialement pour raison nutritionnelle. J'aime beaucoup le poisson. Je trouve que c'est un aliment qui me plaît. J'aime la mer. J'aime ce qui vient de la mer.
Et donc j'aime bien le poisson, mais voilà, je pourrais préférer la viande. Ça a rien à voir en fait avec une connaissance nutritionnelle ou quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, de fait, j'ai tendance à être un peu plus végétarien. En plus, euh, bah, c'est vrai que les problématiques liées à l'élevage, etc. Je trouve ça toujours un peu casse-pied. Le poisson pêché, ça me dérange déjà moins. Mais bon. Euh, donc voilà. Après, c'est plutôt le régime végétalien ou vegan, où là c'est vraiment plus compliqué pour les protéines. Mais en fait, la réflexion elle est globale si tu veux. C'est si tu vas dans un régime comme ça qui est là aussi le régime végétalien il est un peu extrême entre guillemets. Je dis pas forcément de façon négative, mais il est un peu extrême dans le sens où faut enlever pas mal de choses. Euh, Tous les gens qui font un régime végétalien ou qui sont véganes le savent. Quand tu fais ce régime-là, si tu veux le faire correctement, faut prendre de la vitamine B12 en complément alimentaire. C'est pas possible de faire autrement. T'as des gars sur internet qui disent si, ton intestin, il va fabriquer de la vitamine B12 par magie, machin. Ok, si tu veux, mais en pratique, non. En pratique, ça marche pas. Il faut prendre de la vitamine B12 en complément alimentaire. Donc, t'es dans une adaptation à ton milieu, là, typiquement. C'est-à-dire, pour des raisons qui te sont personnelles, politiques, éthiques, écologiques, je sais pas quoi, t'as décidé que tu mangeais de telle ou de telle façon. Et en fonction de ça, tu t'adaptes. Et si tu prends des compléments alimentaires, tu prends de la vitamine B12, bah, pourquoi est-ce que tu prendrais pas aussi de la protéine de chanvre ou de la protéine de pois ou je sais pas quoi, en fait? Moi, j'y vois pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est Ouais, quand ouais, on est tout dans à la fait. vision de se dire, l'alimentation doit impérativement couvrir 100% des besoins et surtout, je ne dois faire appel à aucun complément alimentaire. Mais pourquoi? Je te poserai la question. Surtout qu'en plus, faut quand même pas oublier que le complément alimentaire, dans l'alimentation carnivore par exemple, c'est pas toi qui l'as eu, ce sont les vaches, ce sont les animaux. Les animaux sont supplémentés. Ils sont supplémentés en micronutriments, enfin je veux dire quasiment tous quoi, parce que ils peuvent généralement pas être en pâturage toute l'année. Et donc, il y a des petits compléments nutritionnels qu'on leur donne pour qu'ils soient moins malades, que ceci, que cela. On peut leur donner de la vitamine B12 aussi. Enfin, et donc, il faut réfléchir à ce qu'on recherche en fait. C'est quoi le but? C'est de dire je serai un homme pur le jour où j'aurai une alimentation pure et donc où je ferai pas appel à la technologie, etc. C'est très compliqué. Pourquoi pas en fait? Mais juste dans le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est pas forcément raccroché à une réalité. Mais en fait, toutes ces réflexions, elles sont liées au fait que il y a une opposition un peu psychique dans la tête de beaucoup de monde qui est de dire il y a l'opposition entre nature et chimie. Et ce qui est chimique, toute intervention humaine devient chimique et donc ça perturbe la nature et la nature fait toujours bien les choses. Donc Hmm. si je me rapproche de la nature qui fait tout toute seule, ça sera mieux. Mais c'est pas de la science, c'est du dogme. Tu vois? C'est un peu comme de dire c'est la science qui va nous sauver du réchauffement climatique. C'est du dogme, on n'en sait rien, tu vois? C'est parce que tu es convaincu que la science et la technologie c'est bien. Mais tout le monde ne partage pas ton avis, tu vois? Il y en a qui disent non, il faudrait mieux arrêter la technologie et revenir à des choses plus simples et c'est ça qui va nous sauver du réchauffement climatique. Ouais, après, tu vois, je pense que la nature, à la base, elle est quand même hyper bien conçue. Le corps humain aussi est une machine fantastique. Mais quelque part, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, on a évolué tellement vite qu'on a dépassé les capacités d'adaptation de notre corps et que dans ce contexte-là, la technologie peut être une solution pour permettre de faire face aux défis qui sont ceux de notre biologie aujourd'hui. Euh, à laquelle on n'a pas eu le temps de s'adapter, tu vois. Mais et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Je suis jeûne pas et 100% d'accord, hein. ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, je suis pas 100% d'accord. T'as des cas de gens qui mangent super bien, qui font tout ce qu'il faut et qui vont, là, je sais pas, la maman va tomber enceinte et elle va donner naissance à un enfant qui a une grave malformation génétique ou un cancer de bébé, ça existe, hein, et qui va mourir et quel rapport avec, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Même au paléo, ça pouvait arriver. Je sais pas, moi, les gens qui mangent bien et tout, et puis qui développent une maladie grave, un truc, etc. En fait, la nature, elle est bien faite. Ça veut dire, ça veut tout et rien dire, en fait. La nature, elle a pas de jugement, elle est pas morale, elle est pas. Tu sais, c'est Bien comme sûr. quand tu vois un lion qui attrape une gazelle. C'est quoi le raisonnement d'un être humain? C'est de dire, oh, la nature est cruelle, mais ça n'a aucun sens. C'est pas la nature, elle est ce qu'elle est, en fait. Donc pour moi, le jugement sur la nature en soi il est un peu perverti. C'est une vision, c'est s'attribuer à l'être humain une vision qu'il ne regarde pas en fait, qui a rien à voir. Tu vois un peu ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait. C'est une C'est vision pas, très. c'est pas pour C'est une vision. critiquer. Non, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, c'est pas pour critiquer de facto ce que tu dis, hein. C'est Non, juste non, pour t'inquiète dire pas. que pour dire que de décider d'avoir la vision que justement, effectivement, la nature fait bien les choses et donc il faut se rapprocher de la nature, c'est un point de vue philosophique, si tu veux. Mais il faut le défendre et puis c'est pas évident. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit une vérité absolue en ce qui me concerne. Je pense pas qu'on puisse juger la nature en fait. Je pense que la Non, nature, elle est au-dessus de ça. Elle est pas concernée par ce truc-là. en réalité, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai peut-être mal exprimé. Et d'ailleurs, effectivement, ça traduit une vision très ethnocentrée de l'humanité, enfin même du monde vivant. D'ailleurs, c'est toujours se donner trop d'importance que de penser que on ait un sens à notre vie, qu'on doit forcément laisser une trace, ou même, tu vois, le réchauffement climatique ou les problèmes écologiques qu'on peut vivre. En réalité, c'est un problème pour nous, mais c'est pas un problème pour la nature en elle-même. Comme tu le dis, la nature, elle s'en fout, elle continue à avancer, suit son cours. Et dans l'histoire du monde et de la planète, il y a eu plein de strates différentes avec des moments où il y a eu une faune et une flore qui étaient complètement différentes parce que les rapports d'oxygène dans l'atmosphère étaient complètement différents, etc. Et voilà, c'est juste une continuité. Mais ce que je voulais dire, c'est plus que tu vois, par exemple les compléments alimentaires, ils seront utiles et intéressants aujourd'hui principalement parce que nos sols sont de plus en plus pauvres et du coup les aliments qu'on mange sont de moins en moins riches en nutriments. Pareil, tu vois, il y a plein d'études qui montrent l'intérêt Mais de la pas que. lumière rouge. Et attends, je dis juste l'intérêt de la lumière rouge, tu vois, pour un tas d'affections, de pathologies, parce que ça stimule les mitochondries. Enfin, il y en a plein des études comme ça. Mais pourquoi est-ce que ces lampes-là ont un intérêt? Eh ben, principalement parce que on est plus du tout exposé à la lumière rouge et par contre on est oversaturé de lumière bleue. Un autre exemple par rapport au stress, tu vois, il y a un tas de choses qui marchent pour le stress et qui permettent de gérer le stress et de manager le stress. Mais ça c'est aussi parce que on est beaucoup moins connecté aux autres, à la nature et donc on a des vies qui et on n'a pas ce référentiel d'ailleurs qu'on avait à l'époque qui était que on savait ce qu'était un vrai stress parce qu'on risquait de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre dès qu'on sortait de chez nous. Tandis que là, on a une somme de petits stress chroniques qui viennent s'accumuler les uns aux autres, pardon, et qui créent un stress diffus et constant qui est difficile à gérer. Enfin, tu vois, tout ça, au final, c'est des espèces de dysfonctions qui viennent de notre façon de vivre aujourd'hui et qui peuvent être managées par la technologie. Et donc, je suis pas du tout en train de la critiquer, tu vois. Je pense qu'elle peut être utile. Et moi-même, tu vois, j'ai un panneau LED de lumière rouge. J'ai utilisé un casque Muse à une époque pour parce que ça m'amuse aussi, j'aime bien la technologie pour apprendre à méditer. J'ai un bracelet Whoop qui me permet de suivre ma variabilité de la fréquence cardiaque pour voir un petit peu si j'explose pas mes capacités justement de récupération de mon corps parce que je fais beaucoup de sport. En même temps, je suis entrepreneur, je bosse pas mal et donc j'ai tendance à être un peu hyperactif. Donc et puis en plus, j'adore comprendre comment mon corps fonctionne. Donc je suis pas du tout anti-technologie. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même beaucoup de ces technologies qui sont utiles parce que notre façon de vivre est métaboliquement insultant et inverse à la façon dont notre corps est fait. Oui, tout à fait. Mais là où tu as raison, et c'était la précision que j'attendais, c'est effectivement c'est la façon de vivre. C'est pas uniquement l'alimentation. Et juste avant, on parlait d'alimentation. Et beaucoup de gens qui vont justement faire la carnivore diète ou je sais pas quoi, ils se posent pas la question du rapport au mode de vie. Ils parlent que d'alimentation, comme si c'était un truc isolé en fait. Mais effectivement, c'est pas isolé. C'est tout un ensemble en fait. Et donc c'est pour ça que le régime vegan ou le régime carnivore ou le régime ceci ou cela, il s'inscrit dans cet ensemble. Et donc tu peux pas le voir uniquement comme étant l'alimentation qui se rapproche de la nature et de la pureté et de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ouais, tu vois, on parlait d'alimentation et de stress hormétique. Une autre façon de voir le stress hormétique dans l'alimentation, c'est le jeûne. Tu l'as cité tout à l'heure. J'ai pas envie qu'on tombe dans la version extrême du jeûne. Je trouve que la version jeûne intermittent est plus intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est beaucoup plus à la mode et donc elle va parler à plus de gens. Et la seconde, qui m'intéresse plus, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de t'amener sur ce sujet, c'est que tu disais au tout début du podcast que t'essayais de t'inspirer des choses que pouvaient bien faire les humains à l'ère du paléo sans forcément les copier. Et donc, une des choses qu'ils faisaient probablement, c'était devoir chasser ou cueillir, etc. Avant de manger. Puisqu'a priori, ils avaient pas de frigo, etc. Même si, ils faisaient de la viande séchée et tout. Mais tu peux facilement quand même imaginer qu'ils devaient aller chercher leur nourriture. Donc, il y avait une dépense calorique, peut-être à jeun, tu vois,
avant de pouvoir se sustenter et manger. Donc, est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce que tu trouves que le jeûne intermittent est intéressant ou pas du tout? Alors, bah ça dépend. Encore une fois, il y a plein de types de jeûne intermittent, donc ça dépend quel jeûne intermittent tu parles, si tu Bon, le veux. 16-8 classique. Bah, non, moi je trouve pas. En fait, ça dépend aussi de pourquoi tu veux le faire en fait. Le truc stupide pour moi, c'est de faire le jeûne intermittent pour maigrir. Tu veux faire ça pour maigrir, je vois pas le rapport. Pour moi, c'est juste une façon de faire qui va faire que tu vas manger moins et donc tu vas maigrir. Il y a pas un effet magique pour moi du jeûne intermittent pour mincir. Après, en fait, ce qui est intéressant dans le concept du jeûne intermittent, c'est le fait que ton corps, à un moment donné, il a besoin de repos digestif. Ça, c'est le premier truc, si tu veux. C'est de là que ça vient au départ. C'est un truc qui a été inventé aux États-Unis, tu sais, aux États-Unis où tu te lèves la nuit pour manger quand tu vas pisser. À un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est pas un truc qui vient de France. Donc, c'est pas, voilà. Et puis même, tu as effectivement des gens qui mangent super tard le soir, enfin, qui grignotent plein de trucs. Et donc, bah oui, là, le jeûne intermittent, il est bien. Il les pousse à dîner plus tôt et à faire un jeûne intermittent. Donc, c'est compliqué de te répondre comme ça, en fait. C'est par exemple, j'ai une personne âgée de 80 ans avec qui j'avais conseillé de faire ça. Elle fait le jeûne intermittent maintenant. Ça l'a bien aidé. Elle mange son dîner vers 17 heures, tu vois, un truc comme ça. Donc elle, ça l'a bien aidé parce elle avait du surpoids. Et puis quand tu as 80 ans, de perdre du poids, c'est très compliqué. Donc faut pas aussi se mettre en danger parce que tu as besoin aussi de calories quand même, de préserver ta masse musculaire, ta masse osseuse, etc. Donc le jeûne intermittent, il était adapté. Mais moi, par exemple, je fais pas du tout le jeûne intermittent. Mais c'est aussi parce que j'ai un mode de vie actif. Et moi, j'y vois pas de bienfait. Quand je le fais, je vois rien. Enfin, ça me sert à rien du tout, quoi. Donc je le fais pas. J'ai plus, moi je suis plus quelqu'un qui va avoir du mal à atteindre son total calorique sur la journée, tu vois, parce que je suis grand, Tout à fait. parce que j'ai des besoins en énergie qui sont assez importants. Moi, ma problématique, c'est plutôt de pas maigrir que de grossir en fait, tu vois. Donc surtout dès que je fais un peu de sport, je me dépense, donc j'ai besoin d'énergie, et du coup c'est plus là-dessus que je me focalise. Encore une fois, tu vois, pour moi, le jeûne intermittent, c'est aussi un truc qui est un peu plus adapté à ce que j'appelle les type N3. C'est ces gens dont je te parlais, qui ont le métabolisme, justement, plus adapté pour manger moins de glucides que les autres. Quelqu'un qui a le métabolisme plus adapté pour manger plus de glucides, pour moi, il est moins adapté à faire le régime intermittent. Voilà. Mais en fait, bon, pour répondre à ta question in fine, parce que là, sinon, on va rien comprendre à ce que je raconte. Je suis pas pour le régime intermittent, mais je suis pas contre non plus. Je dirais que ça dépend beaucoup de pourquoi tu le fais. Voilà. Par contre, ce contre, avec quoi je suis contre, c'est de dire le régime intermittent, c'est le miracle, ça résout tous les problèmes de santé et ceci et cela. Non, ça n'a rien à voir. C'est très souvent, ça résout des problèmes de santé quand il y avait un problème au départ, hein. C'est un problème qui est lié lui-même à des mauvaises habitudes qui ont été acquises et qui ont été mises en place pendant trop longtemps, tu vois. Ouais, j'aurais Donc pu c'est une sorte cadrer un peu de mieux. trichement pour ces gens-là. Ouais, non, t'as raison. J'aurais pu cadrer un peu mieux la question, mais au final, tu as répondu quand même. Mais non, je le voyais pas comme une stratégie de perte de poids. Je pensais plutôt potentiellement aux fluctuations de la glycémie, mais ça, effectivement, c'est lié à de mauvaises habitudes alimentaires par ailleurs. Donc, a priori, si tu manges bien, tu devrais pas être concerné. Mais il y avait deux Et trucs aussi, et aussi que j'avais lu et que je à trouvais l'activité intéressants. physique, hein. Oui, bien sûr, oui. Et non, les deux autres trucs que j'avais vus avec dont on parle et qui étaient potentiellement intéressantes, c'était justement ce dont tu as parlé, qui permettait de nettoyer les intestins et notamment d'améliorer la. J'ai vu pas mal d'articles récemment sur l'impact du jeûne intermittent sur la la perméabilité intestinale. Donc tu parlais un peu plus tôt dans le podcast, qui permet de réparer un petit peu toute cette muqueuse. Ça, c'était un Bah, point. Et il y avait un autre point sur la partie plutôt stress hormétique qui, lui, liait le jeûne intermittent, ou pas forcément le jeûne intermittent, mais la pratique de jeûne de temps en temps à la longévité. Par alors, plein de voies différentes, que ça soit d'un point de vue hormonal, sur les télomères, etc. Enfin, il y a pas mal d'articles différents sur le sujet, mais effectivement qui ont plutôt été faits sur des animaux, parce que c'est difficile de le faire sur long terme avec des humains, quoi. il y en a sur les humains aussi. Bon, Ben, je vais te répondre. Déjà sur vas-y. le jeûne intermittent et la perméabilité intestinale, qui répare la perméabilité intestinale. Moi, j'aimerais bien voir les gars de l'étude, qu'est-ce qu'ils mangeaient avant.
Parce que si Ouais, tu bien veux, sûr. je te fais la même étude avec le jeûne aussi total. Le jeûne total pendant 2 jours, ça répare l'intestin. C'est miraculeux. Parce que tu manges plus rien. Alors évidemment, quand tu manges plus, t'arrêtes d'exposer tes intestins, bah, par exemple au gluten ou à des aliments qui perturbent la perméabilité intestinale. Donc ton intestin il va mieux. Mais c'est pas lié au fait que t'as pas mangé. C'est lié au fait que t'as arrêté de manger des trucs qui étaient pas bons pour toi. C'est juste ça. Donc c'est un biais, si tu veux, assez important dans le régime intermittent. Et toi, tu le dis que c'est pas spécialement pour mincir, mais moi, la plupart des gens que je connaisse qui font le régime intermittent, dans monsieur et madame tout le monde, c'est pour mincir. C'est pour ça qu'ils le font. C'est donc si tu veux, je suis pas contre, mais pour moi, c'est un peu un truc qu'on a tendance à faire quand on n'est pas suffisamment expert, je dirais. C'est un truc un peu facile qu'on peut mettre en place. Mais d'ailleurs, je suis pas contre parce que dans certains cas, tu as des gens qui ont du poids à perdre ou qui doivent changer de mode alimentaire, mais ils n'ont pas la volonté, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Donc le jeûne intermittent, c'est un bon moyen de les aider. Quand on peut pas faire autrement, ça peut aussi être un moyen pour eux de se mettre le pied à l'étrier et du coup après trouver la motivation de faire des choses, etc. Donc voilà, bah, je trouve que c'est un peu compliqué. Par contre, sur le jeûne et la longévité, oui, je connais pas mal les études et les chercheurs aussi qui travaillent beaucoup là-dessus. En fait, la plupart des gens ont retenu les premières études qui montraient, oui, quand on mange moins, on vit plus longtemps et tout ça, mais pas les dernières études. Les dernières études, elles montrent que c'est pas vrai. Quand tu arrives à un certain âge, après, si tu manges moins, tu meurs plus jeune. C'est tout ce qui se passe. Parce que en fait, quand tu commences à... Non mais c'est vrai, quand tu commences à être senior, quand tu commences à manger moins Hmm. et pas assez du coup, bah il y a une fragilité osseuse et musculaire qui se met en place. Donc ton système immunitaire il se fragilise. T'attrapes un virus, bah tu as plus de chances de mourir. Et puis tu tombes, t'as plus de chances de te casser un os, de te casser le coccyx, etc. Et quand on vieillit, le fait de se casser des os et d'être immobilisé, c'est super grave. Parce que le fait d'être immobilisé, ça augmente les risques de caillots sanguins. Donc tu peux faire une embolie, etc. Tu peux mourir assez facilement, enfin plus facilement. Et l'autre problème, c'est que avec l'âge, l'anabolisme se ralentit vachement. Et donc, tu as tendance à perdre ta masse musculaire beaucoup plus facilement que quand tu es jeune. Donc, tu t'arrêtes, t'es une semaine alité, je peux te garantir que tu as perdu pas mal de masse musculaire et tu vas jamais la reprendre, cette masse musculaire. C'est ça la problématique. Quand tu es jeune, tu es alité parce que tu t'es cassé le bras ou je sais pas quoi, tu ressors, tu fais un peu de sport, hop, ça remonte, ça revient tout de suite. Les personnes âgées, ça marche pas comme ça. Et donc, ce qu'ont montré les chercheurs, notamment Walter Longo, c'était que la restriction calorique, passé la soixantaine, il faut faire très attention à ça, en particulier la restriction protéique. Il faut faire très attention à pas trop la limiter parce que sinon, eh ben, tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, si tu veux, la restriction calorique, c'est efficace parce que c'est un truc de gros. Encore une fois, pas dans le sens négatif, hein, un truc de gros, mais c'est un truc qui vient des États-Unis où les gens ils sont obèses et là, ah miracle, on a découvert que manger moins c'était bon pour la santé. Bah oui mec, c'est normal. Tu manges 8000 calories par jour. Et tu bouges pas, etc. Bon après ceci étant, jeûne intermittent veut pas forcément dire restriction calorique. Tu pourrais très bien avoir le même quota calorique Non non, tout sur à une fait. période plus courte. Tout à fait. Mais je précise aussi le jeûne intermittent, il y a des gens aussi pour lesquels c'est pas du tout adapté. Par exemple, les gens qui ont le côlon irritable, t'en as beaucoup qui vont faire le régime intermittent et ça va leur détraquer les intestins. Parce que le fait d'avoir des espacements beaucoup plus importants sur la nourriture, comme ça va faire que quand ils vont manger, leurs intestins ils sont un peu trop sensibles, hein, ils sont sensibles à tout, donc ils vont manger plus au repas suivant parce que bah, c'est le régime intermittent, ça dépend comment tu le fais, mais dans beaucoup de modes, il y a des repas qui sont plus concentrés, avec plus d'espace entre les repas. Donc quand tu manges comme ça des repas plus importants, et ben Hmm. surtout si tu as déjà des problèmes, ça peut les aggraver en fait. Tu peux te retrouver à plus de problèmes de transit. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément euh, C'est comme tout, c'est c'est une contextuel. approche, c'est contextuel, puis pour moi c'est une approche plus novice qu'une approche experte, sans prétention, hein, mais voilà. La compréhension, non mais c'est un peu comme, ouais, comme d'autres régimes dont on a parlé, où tu peux être carnivore, faire un régime carnivore, tu peux faire un régime crudivore, tu peux faire tout un tas de régimes comme ça, où tu supprimes beaucoup de choses et où ça va beaucoup mieux, mais au final, t'as pas compris pourquoi ça allait mieux, tu l'as pas analysé, tu sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, tu sais pas ce que tu peux faire pour aller mieux, etc. Donc c'est incomplet. C'est bien pour commencer, mais c'est incomplet. Ok, cool.
Bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te propose une question que j'ai pas eu le temps de te poser la dernière fois, qui fait partie de mes questions de fin, qui est est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander? Alors un livre. Oui, j'ai un livre. Alors attends. Le Il jeu faut que je retrouve d'intermittent le pour les titre. nuls. Non. Ah, t'as pas. Alors excuse-moi, mais t'as pas précisé s'il fallait que ce soit un livre de nutrition. Non, non, pas spécialement. Du coup, ce sera pas un livre de nutrition. Ok, Donc, go. le livre qui s'appelle Séjourner dans un lieu singulier, 50 adresses uniques et authentiques de Patrice Besse, qui a une agence immobilière, l'agence immobilière Patrice Besse, pour ceux qui aiment les vieilles pierres. Et du coup, c'est des lieux où des itinéraires en France, d'endroits sympas à découvrir et très authentiques? Ouais, c'est ça. Tout ce qui Ah, est, trop tu cool. vois, des tables d'eau, des trucs comme ça, des châteaux, des machins, sympathiques. Magnifique. Et du coup, t'en as fait combien sur les 50? À la zéro, j'ai commandé le livre récemment. Ok, et prochain invité à me Non, mais recommander? moi, j'aime bien tout ce qui est architecture, etc. Prochain invité à te recommander, Donald Trump. Voilà, bonne chance, hein. Non, Tu m'aides beaucoup, je sais merci. pas. C'est pas toi qui va me faire ma Bah, pipe, hein. tiens, Frédéric Delavier, tiens. Tu fais venir Ah, Frédéric magnifique. Delavier pour parler des produits laitiers. Il va dire tout le contraire. Non, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le recevoir. Je trouve qu'il a une approche qui est en tout cas assez originale pour être très intéressante. J'aime Sinon, bien t'as les gens un peu clivants, tu vois, son, qui assument leurs avis, tu vois. Et bien sûr, tu vois, il n'y a pas de vérité absolue et je peux avoir des gens qui vont dire l'inverse de toi, mais à partir du moment où c'est correctement justifié, ça fait avancer le débat. Et tu vois, parce que j'essaie de construire avec ce podcast, c'est un terreau de réflexion pour chacun, des pistes à explorer, des choses à tester, et puis après à chacun de se forger son propre avis, tu vois. Et donc j'en ai qui recommandent le jeu d'intermittent, toi qui mitiges plus la chose, j'ai eu Willy Hansen par exemple qui conseillait de manger, je sais plus. 30 grammes de foie de bœuf par semaine. Enfin, tu vois, j'ai eu plein d'inspirations différentes et je pense que on en revient toujours à cette même conclusion qui est que il n'y a pas de recette magique ou de solution idéale. Ce qui est important, c'est d'avancer sur son propre chemin d'exploration et d'expérimentation et de trouver ce qui est idéal pour soi. Et là, je l'ai pris sous le prisme de la nutrition, mais c'est la même chose par rapport au développement personnel. Je mets des guillemets parce que ce terme est tellement galvaudé que je sais pas si j'ai le droit d'utiliser pour son sens premier, ou même de choix d'éducation, de façon de vivre, de philosophie de vie, de philosophie de mouvement. Tu vois, j'ai eu Paul Landon par exemple, qui est un adepte du mouvement euh, naturel, on va dire, c'est-à-dire il fait pas de séance de sport, mais comme il a pas de chaise chez lui, ben il fait 200 squats par jour, tu vois. Et à l'inverse, un gars que t'as bien connu, Rudy Koya par exemple, qui parle de la musculation anti-vieillissement. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de courants de pensée. Et maintenant, en ce moment, tiens, je fais du MovNat et je m'amuse à faire des swing kettlebell à la Strong First, et puis à m'entraîner un peu en trail parce que je veux faire une Spartan Ultra. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est simplement d'être dans l'ouverture et la réflexion personnelle. Je suis en train de penser, tu pourrais essayer d'inviter Jean-Anche le musclé Ah, j'en ai déjà entendu parler. pour parler un peu d'alimentation. Je sens pas il parle pas trop d'alimentation. Ça peut être intéressant du coup. Ok. Lui, c'est plus Bah écoute, muscu, mais du coup, ça reste non mais intéressant. ça m'intéresse carrément. Et si par hasard tu les connais et que tu peux me mettre en relation, c'est avec grand plaisir. Ça marche. Donald Je, Trump, je... faudra que t'attendes pour que je te donne le mail, par contre. Hein. Bon, écoute, je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, en espérant que tu aies que cette conversation t'ait donné plus d'énergie qu'elle ne t'en a coûté. Ouais, ça va, ouais, pas mal, là, je suis bien. Bon bah super, merveilleux. Écoute, Merci de l'invitation. ouais, et puis moi j'étais content de faire cette partie 2 aussi, tu vois, qui fait écho à la partie 1 qui était beaucoup plus philosophique. Je trouve que les deux se complètent particulièrement bien et je suis assez satisfait du résultat et je suis convaincu que nos auditeurs seront ravis de t'entendre à nouveau sur ces sujets plus précis. Donc Formidable. un grand merci à toi Merci Julien. à tous. À Salut. bientôt, bye.